c'est là, c'est là. Allô, allô. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui, bon, j'arrive en fin d'après-midi. On va faire. Non, en fait, moi, je veux que les slides, elles soient. Bon, j'espère ne pas faire quelque chose de redondant par rapport à comment il s'appelle, à Camilo. Donc, je m'appelle Laure Bourgois, docteur en intelligence artificielle, en informatique. Je vais faire quelque chose d'assez concret. Et je vais vous montrer des démos de code. Et on va faire aussi des quiz. Alors, par contre, je ne vois pas je vois pas mes slides. Quoi? Tac. Non. Attends. Ouais, vas-y. Ah, ok. Ouais, c'est bon. Ah ouais, mais... Ah, attends. Mais là, je vois pas parce que j'ai pas mes lunettes. Ok, c'est bon. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Non, c'est bon. Ok. Donc, je vais vous parler... bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre patience, vu l'heure, d'être encore là. Alors, je suis désolée, j'ai pas suivi la présentation de Camilo. Donc, il se peut que certains éléments soient redondants. Après, on a une autre manière de présenter les choses. Alors, le thème, c'est IA générative, encore les IA génératives, et IA éducative. Là, mon but, c'est vous donner quelques pistes pour apprendre à coder. Alors, qui dans la salle s'est déjà programmé? Levez la main. Ok. D'accord. Très bien. C'est à peu près un tiers de la salle. Ok. Est-ce que vous avez un langage de prédilection? Par exemple, Java, C, Python? J'entends pas. Python? Java? Bon alors c'est quoi? Qui utilise Java? Ah. Qui utilise Python? Ok. Bon alors je vais vous montrer qu'en fait finalement qu'on utilise Java ou Python, ça n'a... En fait c'est pareil. Justement grâce à des IA génératives, on va pouvoir traduire automatiquement du code. L'important c'est de comprendre la logique. Alors, hop. Bon alors ça c'est une slide qui n'est pas contractuelle, qui n'engage que moi. C'est-à-dire c'est ma vision de l'IA. Dans l'IA, moi je vois d'un côté l'IA symbolique à base de règles, de l'autre côté l'IA à base de données. Je donne un exemple. Pour faire la différence entre IA symbolique et IA à base de data. Alors, aujourd'hui je n'ai qu'un seul enfant. Mais imaginons j'avais 10 enfants et que je veux leur apprendre à traverser un carrefour. Si je fais à base de règles, je vais prendre mes 10 enfants et je vais leur expliquer le code de la route qu'il faut faire pour traverser ce carrefour. Si je fais une approche à base de data, je vais prendre mon premier enfant, mon aîné, et je vais lui dire « vas-y, traverse ». Au bout d'un certain temps, il y a un enfant qui va survivre. Donc voilà, donc on voit la différence entre l'IA symbolique et IA à base de data. Du coup, cet exemple amusant, entre guillemets, un peu humoristique, c'était vraiment pour mettre le point sur quel est l'enjeu de votre système. Si votre système est un système critique, vous êtes obligé, si vous voulez que votre système marche, si vous voulez avoir la confiance, si vous voulez ne pas mettre en jeu la vie humaine, d'utiliser au moins une partie d'IA symbolique. Je ne vais pas rentrer dedans. Et l'IA symbolique, il y a pas mal, on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Ce qui fait le buzz aujourd'hui, c'est surtout le machine learning et en particulier ChatGPT. Mais c'est vraiment pour remettre à partir de cette image
peut-être un peu basiques, remettre les choses dans leur contexte. Alors, Camilo, tout à l'heure, vous a parlé d'apprentissage automatique, donc de machine learning. J'ai mis le mot en français, apprentissage automatique. Il faut savoir que dans l'apprentissage automatique, il y a 2 branches. Il y a la première partie, une partie, c'est l'apprentissage non supervisé. En fait, c'est quand on ne sait pas ce qu'on cherche. On essaye de trouver des patterns, des corrélations, et on ne sait pas à l'avance ce qu'on cherche. On essaye de faire parler les données. Autre exemple. Alors donc j'ai une amie qui m'a dit que cet exemple était en fait un faux exemple, que c'était une légende, mais je trouvais que c'était pareil, c'est un exemple parlant. On s'est rendu compte que les pères de famille, lorsqu'ils vont au supermarché, si on les envoie au supermarché acheter par exemple des couches pour les enfants, on s'est rendu compte que, donc ça c'est aux États-Unis, ils se sont rendus compte en analysant les données que très souvent ils allaient chercher de la bière. Donc à partir de cette corrélation, ils ont mis les bières à côté des couches. Donc, mais c'était une corrélation qui n'était pas forcément prévisible. C'est seulement qu'on a fait parler les données. Donc j'utilise des éléments statistiques pour récupérer des patterns en fait, des patterns qui sont redondants. Exemple. Ça c'est un algorithme qui est très très connu en machine learning, c'est KNN. C'est K pour voisin, neighbors. NN nearest, NN pour en fait c'est les N voisins les plus proches. Ce que je fais, c'est je me dis, si ça, je cherche quelque chose, je cherche à détecter une tendance. Je me dis bon, supposons que je cherchais un canard, quelque chose qui ressemble à un canard. Donc je vais prendre des mesures de similarité. Je me dis voilà, si ça marche comme un canard, ça crie comme un canard, c'est peut-être un canard. Et en fait, cet algorithme, il marche exactement comme ça. Et à partir de cela, ce matin, pour ceux qui étaient là, je vais revenir après sur les IA génératives. Pour ceux qui étaient là, j'expliquais que dans les IA génératives à base de texte, on essayait de dégager de la sémantique du sens de certains mots, sachant que dans une langue, il y a beaucoup de mots qui sont polysémiques. C'est-à-dire qu'une porte, je porte, donc j'ai le verbe porter, et une porte. Le mousse, le matelot, la mousse, quelque chose qui mousse, etc. À chaque là, j'ai 3 sens possibles en fait. Donc, avec ce genre d'algorithme qui essaye de détecter des similarités sémantiques entre les mots, on va pouvoir distinguer et faire émerger de la sémantique, c'est-à-dire du sens. Or, derrière, c'est seulement des espaces, des critères, des espaces vectoriels, c'est des mathématiques, et où on essaye de faire converger des éléments les uns avec les autres. Donc, dans l'apprentissage automatique, il y a une branche qui s'appelle l'apprentissage non supervisé, et on essaye de faire du clustering, c'est-à-dire qu'on va regrouper des éléments qui se ressemblent. Maintenant, il y a une autre partie, c'est la partie la plus courante, c'est quand on sait ce qu'on cherche. Donc là, Camilo vous en a parlé tout à l'heure. Quand on sait ce qu'on cherche, c'est le principal type d'application dans le machine learning. Par exemple, prévoir tel prix dans la finance, prévoir, alors malheureusement on a pu faire, pareil, ça c'est un exemple qui est très connu, on a les statistiques sur le taux de survie du Titanic. Donc pour survivre sur le Titanic, comme il y avait 3000 personnes, il fallait être en 3e classe, avoir 29 ans et être un homme. Voilà, c'est les statistiques. Donc on a des critères qui permettent de nous donner le taux de survie, la prévision, et ça veut dire qu'on a déjà défini nos catégories. On sait ce qu'on cherche. Et dedans, vous avez 2 sous-catégories. La première, c'est la régression. Je veux prédire le juste prix. Donc le juste prix de la valeur de telle action, de dégager une tendance. Et l'autre, c'est la classification. Je veux comprendre ma donnée, à quel type de catégorie elle appartient. Par exemple, si c'est du texte, alors là, j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas. Je crois que c'est sur du football. J'ai mis du football parce que j'ai mis du football comme ça. Et donc, Messi, est-ce que Messi, c'est un joueur très performant dans le monde, etc. En fait, le problème de classification, ça va me dire, est-ce qu'il faut que je classe cette phrase dans la catégorie sport,
actualité ou politique. Donc, on a déjà défini nos catégories. Et alors, l'intérêt aussi de l'apprentissage non supervisé, c'est qu'on peut créer, à partir, si je reviens ici, voilà, je peux créer mes catégories, faire émerger mes catégories, donc d'avoir une première phase avec de l'apprentissage non supervisé. Je vais créer des catégories de consommateurs, des catégories très fines, et après je vais les coupler avec d'autres catégories, avec de l'apprentissage supervisé. Donc je peux avoir deux phases, non supervisé, suivi de supervisé. Ok. Donc classification, pareil, j'essaye de faire des clusters, et finalement régression, j'essaye de tracer une fonction AX plus B, une fonction affine, trouver la pente de ma droite si je suis en 2 dimensions. Après, si je suis en plusieurs dimensions, je peux pas le représenter. Comme depuis ce matin, je vous dis que je promeus les logiciels libres, il faut savoir que scikit-learn, qui est développé par l'INRIA, qui est un logiciel libre et gratuit, qui ne s'achète pas, donc je ne vends absolument rien, peut traiter tous ces types de problèmes et de manière très facile. Alors maintenant, petit quiz, j'aimerais que vous participiez tous. Est-ce que vous voyez le texte? Parce que moi là, je n'ai pas mes lunettes, je ne vois même pas ce qu'il y a marqué. Je voudrais qu'on participe tous. Alors, je veux affecter des prix de vente corrects à des véhicules d'occasion. Je voudrais que la salle me réponde. À votre avis, est-ce que c'est du supervisé, classification ou régression, ou est-ce que c'est du non supervisé? Non, mais c'est pas moi qui fais le quiz en fait. C'est un quiz collectif. C'est super. Alors c'est du supervisé puisqu'on sait ce qu'on cherche. C'est de la classification ou de la régression? Ok. Je veux recommander un livre à un utilisateur en fonction de ses goûts. Alors, Camilo, vous dites classification. Qui a une autre réponse? Personne ne veut s'exprimer? Bon, alors en fait, il y a deux possibilités, il y a deux réponses possibles. Ça dépend si j'ai déjà défini mes catégories ou pas. Donc ça veut dire que peut-être j'ai déjà défini mes catégories d'utilisateurs. Dans ces cas-là, ça sera un problème supervisé de classification. Ou peut-être je veux faire émerger des catégories très très fines d'utilisateurs. Et c'est ce qui est utilisé dans les moteurs de recommandation sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils vont vous pousser en fonction de vos goûts et de vos likes. Ils vont vous pousser tel et tel produit. Ils vont créer des micro-bulles en fait, où ils vont vous faire des suggestions d'amis, des gens qui auront à peu près les mêmes goûts que vous. Alors, je veux estimer le prix de l'action Air France dans le futur. C'est de la... Mais ne me laissez pas tout seul. C'est de la régression? On est d'accord. Je veux distinguer des profils types de consommateurs dans une grande surface. Bah là, c'est pareil. Ça peut être du non supervisé au départ, et après, je peux le faire suivre par du supervisé. Je veux détecter des fraudes par carte de crédit. Pareil, c'est les deux. Par définition, les hackers sont très imaginatifs. Et ce qu'on peut essayer, c'est d'essayer de réparer des patterns qui vont émerger, en fait. Ou alors, on connaît déjà le type de fraude. OK. Maintenant, si je retourne au LLM, Large Language Model, donc IA générative. En fait, il y a plusieurs manières de concevoir l'information. La manière classique de concevoir l'information, celle que vous avez déjà vue en général, c'est de voir les données comme un tableur, un fichier Excel que l'on va traiter, et je vais vous faire une démo. Il y a une autre manière de concevoir l'information, et un intervenant ce matin en parlait, c'est des systèmes à base de graphes. Donc vous voyez la figure qui est au-dessus, vous avez des arcs qui vont
définir des relations entre des éléments. Par exemple, Nicolas, je l'ai repris d'un professeur du CNAM, Nicolas Travers est professeur à Centrale, etc., où il peut faire des vacations dans telle université. Et donc on va avoir chaque élément du graphe va représenter une caractéristique ou un individu, être une voiture, être professeur des universités, appartenir à telle ou telle classe sociale ou à tel genre, et il y aura des relations entre les nœuds de ce graphe. Et l'intérêt de ces graphes de connaissances, c'est que derrière, il y a des outils mathématiques qui permettent de créer des preuves automatiques et de déduire des nouvelles données qui ne sont pas dans le graphe initial. Et là, on n'est pas dans la statistique, on est dans quelque chose de totalement déterministe. Alors là, je reprends ce que j'avais dit ce matin. Pour les IA génératives, c'est vraiment des IA qui font de la classification non supervisée, donc ils ont des critères, et ils manipulent les symboles sans les comprendre. Et c'est par l'émergence plus l'ensemble de tous les corpus de texte qui vont nourrir ces IA, et comme l'a dit Olivier, c'est très coûteux, prix de 2 centrales nucléaires par exemple, et c'est pour ça que certaines puissances sont en avance sur d'autres puissances. Tout simplement, c'est une histoire d'argent en fait, de coûts énergétiques. Et donc ça, je l'avais passé ce matin. En grande dimension, on est très prévisible. C'est-à-dire que, j'en avais déjà parlé ce matin, c'est-à-dire que à partir du moment, et là j'aimerais vraiment insister, alors sur le côté un peu moralisateur, c'est le côté moralisateur, moralisatrice de ma présentation, sur insister sur, attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. L'informatique, l'IA, en français, on appelle ça intelligence artificielle. Mais en américain, intelligence, c'est quoi? Intelligence, ça veut dire renseignement. Au départ, IA, c'est un programme de recherche militaire américain pour faire du renseignement. Donc, la majeure partie des données que vous mettez sur les réseaux sociaux sont utilisées pour faire du renseignement à grande échelle. On est passé dans une société de consommation de l'IA, mais aussi une société du renseignement généralisé. Donc à partir de 200 éléments que vous avez postés sur les réseaux sociaux, et ça c'était en 2014, Facebook vous connaît comme, donc c'est toujours des stats, comme votre épouse. Bon là on voit que c'est un homme qui a écrit cet article, parce qu'il n'y a pas marqué mari. Ou comme votre mari si vous êtes une femme. Pareil, je reviens au canard, si ça chante comme un canard, ça crie comme un canard, alors c'est un canard. Les IA génératives remplacent les mots par des ensembles de points et mesurent des critères de similarité. Plus après, ils vont faire des déductions. On va comprendre pour enlever l'ambiguïté sémantique entre les mots. Et enfin, la dernière partie, c'est en fonction du contexte, les modèles de langage vont inférer du sens. Donc là, je reprends l'exemple des Schtroumpfs, en fait. On comprend le sens de la phrase alors qu'on n'a pas la totalité de l'information. Et c'est exactement ce qui se passe avec ces modèles de langage. Donc, comment elles fonctionnent les IA génératives? On a des corpus de texte, je vais rester sur les corpus de texte, des exemples d'entraînement, des personnes qui vont valider ou pas les résultats, parce qu'en fait, on vous dit que c'est complètement automatisé, mais c'est semi-automatisé. Il y a eu vraiment une partie, en particulier des salariés au Kenya, qui ont validé les modèles de ChatGPT. Donc, ce n'est pas totalement automatisé. Et ça va vous générer du texte, des images, etc. Là, ça, c'est une slide que j'ai repris de la BNP. C'était un tour d'horizon des IA génératives. Et comme il y a tout le temps des... Alors ça date du 15 novembre 2023. Donc, ce schéma est déjà obsolète. Mais ça peut vous donner des idées sur différentes IA génératives. N'hésitez pas à le prendre en photo. Là, c'était un schéma encore plus vieux. Alors, du coup,
Ah, j'ai pris... Ah oui, ah, d'accord, pardon. Prenez une photo. Enfin, s'il vous plaît, enfin, si ça vous intéresse. Mais sachant que c'est déjà obsolète. C'est l'obsolescence programmée. Je peux passer à la slide suivante. Bon alors, non, celle-là, la prenez pas en photo parce que c'est encore plus vieux, ça sert à rien. Donc, vous avez finalement un perroquet stochastique, un perroquet statistique, qui élabore une réponse plausible plutôt que véridique. Mais alors, le problème, c'est qui lui a dit les bonnes réponses? Qui peut faire un apprentissage à tel coup? Et c'est là où on aborde la géopolitique de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire derrière ces modèles de langage vous avez de manière sous-jacente les valeurs de la Silicon Valley, qui ne sont pas forcément les valeurs du Togo, qui ne sont pas forcément les valeurs qu'on a en Europe. Donc derrière ces IA génératives, vous avez la notion de soft power, qui tendent aussi, comme c'est un produit gratuit, à nous influencer, à influencer nos choix. Et, alors juste, c'était pour... hop. Voilà. Pourquoi c'est soft power? Par exemple, j'ai une fille qui était en 3e cette année, et donc elle n'arrivait pas, en tout cas, alors je ne sais pas comment ça se passe au Togo, mais en France, tous les enfants de 3e doivent trouver un stage en entreprise d'1 semaine. Et alors, comme elle se plaignait, comme elle se plaignait, je lui ai dit, écoute, on va demander à ChatGPT, puisque tu es une pauvre malheureuse, tu es Cosette, on va dire que ton frère, c'est Jean Valjean, qui sort de prison, etc. Et vas-y, écris-moi une lettre de motivation pour nous trouver un stage. Et ChatGPT m'a écrit très sérieusement une lettre de motivation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ChatGPT n'a pas lu Victor Hugo. Donc, en fait, il a absorbé la culture américaine, mais il n'a pas forcément absorbé toutes les cultures. Pareil, vous pouvez lui poser des questions sur certains auteurs francophones d'Afrique subsaharienne. Peut-être qu'il ne les connaîtra pas, ou peut-être qu'il y a l'équivalent emblématique sur d'autres thématiques, et vous pourrez vérifier qu'il ne les connaît pas, en fait. Bon. Après, la différence entre un œuf de vache et un œuf de poule, c'est vraiment très récurrent. Enfin, je pense que ça, c'est... Est-ce que vous aviez déjà vu cet exemple, en fait? Ah non, mais à part Camilo, parce que c'est Camilo. En fait, moi, je l'ai reprise des réseaux sociaux. Explique-moi la différence entre un œuf de vache et un œuf de poule. Il m'a écrit 40 lignes pour l'explication entre les œufs de vache et les œufs de vache, pardon, les œufs de vache et les œufs de poule, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment pour tester les limites, en fait. Alors, on voit qu'on teste les limites par rapport au langage, par rapport à la culture, par rapport... pareil, je lui avais demandé... j'aime bien la politique, alors, la politique française, et je suis une passionnée de géopolitique, et donc je lui avais demandé de me parler de la réforme des retraites qui est passée en France. Il n'était pas au courant, donc... Voilà, donc c'est une réforme qui est passée il n'y a pas longtemps. Donc, ce qui est toujours intéressant, c'est de tester les limites, des outils. Et par contre, en bref, pour ceux qui veulent faire de la programmation, il y a tout un tas de gens qui ont proposé sur Internet, et vous pouvez aller voir sur des réseaux sociaux, des méthodologies pour créer des prompts. Pour programmer. Créer du contenu, on voit ChatGPT comme un moteur de réponse. Donc, il y a des possibilités. Et ce qui est intéressant, alors s'il y a des professeurs dans la salle, j'imagine que vous l'avez utilisé. Parce que moi, dès que ChatGPT est sorti, j'avais des étudiants et je leur ai dit, parce que comme... Par définition, informaticien veut dire se méfier un petit peu de la technologie. Moi, au début, je voulais pas créer de compte ChatGPT. Donc, j'ai fait semblant d'être la prof sympa. J'ai dit aux étudiants qui étudiaient justement Python, je leur ai dit, créez-vous un compte. Comme ça, moi, j'avais pas de compte ChatGPT. Et on va tester ChatGPT. Donc, ils ont pensé que j'étais un professeur très, très sympa. En fait, ChatGPT était en train de prendre leurs données et pas les miennes. Et... quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et donc,
et donc je leur ai dit, ce qu'on va faire tous les exercices de programmation, de codage en informatique, on va demander à ChatGPT de le faire. Et le but, ça va être d'aller plus loin que ChatGPT. Ou alors le but, ça va être de montrer que la ChatGPT s'est trompé dans tel langage de programmation, ou que finalement, je peux passer du Java à Python de l'un et l'autre, pour passer à la question précédente, de l'un et l'autre de manière très facile. Et finalement, ce qui compte, c'est la logique qui est derrière et comment je construis un programme. Donc là, j'ai listé, vous pouvez pareil prendre ça en photo, je vous ai donné le lien en fait, puisqu'en fait, je ne suis pas non plus spécialiste des usages de ChatGPT, j'ai seulement listé un certain nombre d'usages. Conception de quiz, apprentissage automatique, formation basée sur les compétences. Il y a tout un tas de ressources que vous pouvez réutiliser et que vous pouvez prendre pour vous muscler en fait. L'idée c'est d'avoir une hygiène numérique, une hygiène informatique et comme on fait des squats tous les matins, j'imagine que vous faites ça tous les matins, de faire des exercices d'informatique tous les matins avec ChatGPT. Alors l'intérêt pour la programmation, pareil, il y a eu des études qui sont parues. On s'est rendu compte que les jeunes et les moins jeunes qui apprenaient la programmation avec des IA génératives étaient boostés par ces IA génératives et se décourageaient beaucoup moins vite. Et donc ce qu'on peut lui demander, c'est trouve-moi l'ensemble de toutes les solutions possibles pour résoudre tel problème de codage, même basique en fait, parce qu'à chaque fois il y a plusieurs solutions possibles. Explique-moi la variabilité des solutions. Explique-moi telle erreur de code. Mais alors, décompose-moi un problème, sélectionne un code, essaye de me trouver le code le meilleur parmi plusieurs propositions. Donc, ChatGPT pour les informaticiens, parce que là je m'adresse aux informaticiens et aux informaticiennes, c'est très important, c'est quelles compétences. Ça permet de décortiquer le code et en fait, ne jamais laisser la moindre ligne de code incomprise. C'est-à-dire soit vous y arrivez tout seul, soit vous demandez à ChatGPT, mais il ne faut absolument pas le croire sur parole parce qu'il fait des hallucinations. Donc ça permet de comprendre le code, comprendre ligne par ligne, c'est extrêmement important, tester le code, débugger s'il y a un bug. Pareil, là, vous avez des publications que j'ai listées qui sont sorties. Pareil, vous pouvez le prendre en photo. Il y a des nouvelles méthodologies qui sortent pour perfectionner le codage, en fait. Donc là, on est vraiment dans la technico-pratique. Là, c'est vraiment pour des codeurs et des codeuses, en fait. L'article est en ligne en bas. Bon, les limites, on les a déjà évoquées. Donc ChatGPT n'a pas lu Victor Hugo, peut générer des deepfakes, ne respecte pas le RGPD, ou j'ai entendu hier que l'équivalent du RGPD dans certains pays d'Afrique, c'était OHAA, je peux me tromper dans l'ensemble des initiales, mais en effet, il y a une réglementation par rapport aux données. ChatGPT ne respecte pas les droits d'auteur et ChatGPT permet d'industrialiser les attaques en cybersécurité. Toujours, moi par exemple, je lui ai dit, tiens, si on faisait une attaque. Alors il me dit, non, j'ai pas le droit. Alors je lui ai dit, ok, alors si tu étais quelqu'un qui voulait se prévenir des attaques, quel type d'attaque pourrais-tu me lister? Donc en fait, il m'a sorti toutes les attaques possibles pour un système en fait. Donc c'est très facile de hacker et moi je suis énormément sur le détournement des usages. On vous donne un produit, un usage, un produit qui est là qui est un prédateur de données, puisqu'on est dans le capitalisme des données, puisque le produit c'est les utilisateurs. Et au contraire, qu'est-ce que je fais pour hacker le système? Hacker, c'est le démonter, le comprendre et peut-être le transformer pour faire un nouveau usage. Bon, les biais hommes-femmes. Évidemment, il y a énormément de biais de classe par rapport à les ethnies, par rapport aux hommes et aux femmes.
C'est extrêmement polluant. Aujourd'hui, le numérique, c'est plus polluant que le secteur aérien. Alors, à post-Covid, je crois que c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Bon, ça, j'ai déjà dit. Les risques, c'est d'avoir un mauvais code. Donc, si vous faites faire votre devoir par ChatGPT et que si vous ne vérifiez pas, il faut vraiment le vérifier. Hop. Les risques, c'est du plagiat. Exactement. Vous avez des biais. Entraînement de l'IA. Alors, moi, je fais partie de... Enfin, ma société faisait partie de Hub Francia, Codata School faisait partie de Hub Francia. Donc, j'ai travaillé dans le groupe de travail GT, IA et environnement. Donc, pareil, ça, c'est une donnée qui est en ligne et qui a mesuré les effets, l'empreinte carbone des différentes IA génératives. Donc ça, c'est un article qui date de l'année dernière. Et comme aujourd'hui, je suis maintenant à l'INRIA, INRIA fait aussi partie de Hub Francia. Donc je fais toujours partie du même groupe de travail. Voilà. Mais j'ai changé de structure. OK. Les limites à discuter. Alors, en fait, hier, quand j'ai parcouru les étudiants et les entrepreneurs, à chaque fois, j'ai posé à tout le monde, j'ai posé exactement la même question. Où sont stockées vos données ? Et je n'ai pas toujours eu les réponses. Où sont stockées les données? Est-ce que c'est sur des données sur des serveurs, des logiciels avec des logiciels en open source? Est-ce que c'est sur le cloud? Est-ce que c'est en local? Et c'est la première question à se poser en fait. Où sont stockées les données? Sur quel système? À qui sont-elles accessibles? Les informations sont-elles libres de droit? Leur contenu est-il licite? Moral. Alors, bon, moi j'avais fait un petit jeu de mots. Alors j'ai cherché. Alors la devise du Togo, j'ai vu, c'était. C'est quoi? Travail. D'accord. Là, du coup, je vais pas pouvoir faire de jeu de mots. Bon, déjà, je me permettrai pas. J'avais fait un jeu de mots avec liberté, égalité, fraternité de ChatGPT. Bon. L'idée, c'était de dire qu'on est rentré dans une société de consommation de l'intelligence artificielle. Le terme société de consommation, je le vois comme un terme qui peut être vu comme quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire, société de consommation, c'est un concept sociopolitique qui a émergé dans les années 70, où on s'est rendu compte que les consommateurs étaient coupés des moyens de production, et du coup, ça a engendré une espèce de dépendance des consommateurs par rapport aux producteurs. Et donc là, mon conseil, c'est d'apprendre à coder, de s'approprier le code pour ne pas être simplement consommateur de l'intelligence artificielle, mais prendre sa place. Et pareil, j'ai vu que des questions, on a posé des questions, est-ce que l'IA peut remplacer l'humain? Moi, je sais pas répondre à cette question. Par contre, par rapport aux enseignants, l'acte pédagogique, pour moi, c'est un acte social, engagé, responsable et actif. Et donc ça ne peut pas être remplacé par une IA, ça, c'est pas remplaçable. Alors maintenant, un petit peu de... Là, pareil, vous avez... Je vous recommande, en fait, de prendre ça en photo. Vous avez toutes les possibilités, toutes des idées, des possibilités d'utilisation de ChatGPT. Alors, c'est plutôt pour des informaticiens. Là, pareil, il y a un livre qui vient de sortir sur tous les outils qui existent avec les IA génératives. Plus, vous avez, pareil, vous avez un lien avec un résumé. Là, mon but, c'était vraiment de partager des ressources pédagogiques. Et je vais finir par une petite démo, et après, on passe aux questions. Je serais allée peut-être un peu plus vite que les autres, mais bon, c'est la fin de la journée. On a envie de se changer les idées. Alors, tac. Alors, démo. Alors,
Donc ça, là, ce que vous voyez, en fait, c'est un MOOC. Donc MOOC, c'est un Massive Online Course développé par l'INRIA, qui est gratuit, accessible à tous, que vous pouvez vous inscrire sur la plateforme FUN, France Université Numérique. Et ça a été développé par l'INRIA. Moi, mon rôle, c'était de remâcher ce cours et parce qu'en fait, ce cours, vous pouvez le suivre tout seul en 35 heures. En 35 heures, vous pouvez apprendre scikit-learn, les bases de scikit-learn. Bon, 35 heures, c'est un peu long, surtout quand on est tout seul. Donc, j'ai développé une méthodologie pour compresser, pour arriver seulement à aller sur les principaux concepts. Mais la particularité, c'est que ici, vous avez tous les notebooks. Tout est disponible sur GitHub. Si vous tapez GitHub INRIA, scikit-learn, vous allez trouver ce cours et vous pouvez le télécharger. Et ici, hop, là, il y a les... Mince. Attendez, la souris est capricieuse. Voilà. Ici, vous avez toutes les instructions d'installation et vous pouvez aller pas à pas pour décortiquer et faire tourner vos premières lignes de code en machine learning si vous ne connaissez pas scikit-learn. Qui connaît scikit-learn dans la salle? Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... il y a quelques personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que scikit-learn est frugal, n'a pas besoin d'Internet. Vous pouvez être n'importe où, vous n'avez pas besoin... Vous pouvez faire tourner, dès que vous avez vos données sur votre ordinateur, vous pouvez faire tourner scikit-learn sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'Internet, vous avez besoin seulement d'un petit PC et vous pouvez vraiment faire des merveilles. Alors, je montre un exemple de merveille. Alors, évidemment, ce n'est pas très spectaculaire, hein. Hop, voilà. Ici, un problème de classification. Donc là, on a pris des données qui viennent des États-Unis, mais vous pouvez reprendre des données, d'autres types de données. Et là, ce que je veux faire, c'est je veux prévoir si une personne gagne plus ou moins de 50 000 $. Donc, ils ont pris une base de données avec 58 000 lignes et avec scikit-learn, on va faire tourner des modèles pour me dire en fonction de quel facteur, quel est le facteur le plus important pour savoir si je vais gagner plus ou moins de 50 000 $. Hop. Et la première des choses, c'est de charger les données. Donc là, voilà, c'était vraiment pour vous montrer un exemple. Là, on voit un tableau, donc c'est un tableau Excel, c'est un tableur, avec des données numériques et des données catégoriques, c'est-à-dire des données sous chaîne de caractères. Comme on est aux États-Unis, ils ont une classification qui est totalement interdite en France sur la couleur de la peau, mais en France, c'est totalement interdit. Mais aux États-Unis, c'est possible. Donc, en suivant la législation d'un autre pays, on doit obligatoirement effacer cette colonne, en fait. Et ici, on a les degrés des différentes variables. Et ce qu'il va falloir faire, c'est comment, déjà, avant d'utiliser un modèle, c'est comment est-ce que je visualise mes données. Est-ce que je peux trouver des corrélations dès le départ? Donc, là, ici, j'ai fait tourner mon code et je vois que mes données sont déséquilibrées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 37 000 personnes qui gagnent moins de 50 000 $ et un peu plus de 11 000 personnes qui gagnent plus de 50 000 $. Donc avant de faire tourner le moindre modèle, je dis, mes données sont déséquilibrées. On va voir aussi qu'il y a beaucoup moins de fans dedans. Donc ça veut dire que quand je vais faire tourner mon modèle, il va falloir que j'en tienne compte. Et il y a des manières mathématiques de contrer le fait que les données soient équilibrées. Hop. Et ici, et enfin, et je finirai par ça, et après je prendrai vos questions. Bon, j'ai pas fait tourner ChatGPT, je trouvais que ce notebook était plus sympa. Donc là, je
je veux trouver la répartition je veux comprendre la répartition des données en fait. Et c'est là où la machine, là il n'y a pas une IA qui peut vous aider en fait. J'affiche des graphiques, je dis j'ai très peu de personnes qui travaillent, bon il y a des gens qui ont 90 ans qui continuent à travailler, j'ai très peu de personnes, et là c'est là où j'ai un raisonnement humain qui est mis en place en fait. Donc là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Là, je dois aussi éliminer des variables redondantes. Je m'aperçois que éducation num, parce que c'est pas la même nomenclature, c'est la même chose que, parce qu'il commence en 6e, 10e, 11e, 12e, c'est exactement la même chose qu'une autre colonne. Donc il va falloir que j'efface certaines colonnes. Voilà. Et on continue de manière méticuleuse, itérative, et après seulement, il y a une méthodologie de scikit-learn qui va vous proposer d'utiliser tel ou tel modèle en fonction de la tête de vos données. Donc d'abord, essayez de bien comprendre les données. Et je terminerai là-dessus et je prendrai les questions si vous en avez à cette heure-ci. C'est pas grave si vous n'avez pas de questions. En tout cas, j'espère que vous avez... Oui ? C'est ici, devant toi. Hello. Je suis en face à face. Où ça? C'est pas mes lunettes, je vois pas. Ah! Ok, bonsoir. Je suis Eho Herman, je suis développeur Web3 Oui. et manager W3 Frame. Comment? J'ai pas compris. Je suis développeur Web3. Web3? Oui. Blockchain. Ah, blockchain, ok. Ouais, ok. Donc, quand vous avez parlé du côté éthique, Ouais. du côté éthique de l'IA. Actuellement, quand on parle de l'IA, on va la considérer un peu comme un truc qui change les choses. C'est comme la venue de la bombe atomique. Quand elle est venue, les États-Unis ont le pouvoir. Donc, actuellement, c'est une course à l'IA qu'il y a dans le monde entier. Et donc, les personnes qui ont ce pouvoir-là ont un pouvoir de décision sur plein de choses. Par exemple, actuellement, il y a une nouvelle, par exemple, sur l'Israël qui prend les données personnelles sur WhatsApp pour cibler les gens attaqués à Gaza, par exemple. Donc, vous suivez? Je vous écoute. Donc, en ayant ce pouvoir-là, on peut faire plein de choses, c'est-à-dire bien comme mal. Oui. Qu'en est-il de comment on gère ce pouvoir-là? Qui a droit à ce pouvoir-là? Mais, alors, non, là, ce que je vous ai fait tout à l'heure, c'est plutôt un cours d'initiation au machine learning, en fait. Yes. Moi, je ne suis pas spécialiste en éthique. Alors, pour citer un sociologue, excusez-moi de botter en touche, il y a un sociologue du début du siècle qui s'appelle Max Weber, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le savant et le politique ». En effet, le savant peut être manipulé par des politiques, puisque le savant va générer des IA, des blockchains, etc. Mais là, sur cette histoire de pouvoir, je n'ai ni la légitimité, ni l'ensemble des connaissances pour pouvoir vous répondre. Je peux seulement traiter des tableurs, en fait. C'est peut-être décevant. Je peux traiter des tableurs, je peux rajouter des données manquantes, etc. Je peux visualiser des données, mais par contre, sur les questions de l'éthique, c'est des choses qui me dépassent. Mais je trouve ça très intéressant que vous y intéressez, mais je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question. Oui, madame. Bonsoir. Ah, mais non. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Juanito. Moi, je suis un étudiant en mathématiques. Oui. La question que je vais vous poser, c'est l'intelligence artificielle nous permet de faire beaucoup de choses comme la révolution. Je veux te demander comment réellement les mathématiques peuvent nous pousser à aller vers plus les mathématiques appliquées pour nous qui voulons l'appliquer. Vous pouvez répéter et vous parler plus fort, je n'ai pas très bien compris. Comment les mathématiques peuvent faire quoi? Comment utiliser l'intelligence artificielle pour appliquer les mathématiques, surtout avec les espèces vectorielles? Est-ce que l'IA est capable de nous montrer l'illustration physique des espaces vectoriels
par exemple des ensembles topologiques. C'est possible aussi? Alors, je ne comprends pas très bien, mais alors, je peux seulement vous dire que moi, j'avais travaillé sur un démonstrateur automatique, parce qu'une des volontés des premiers informaticiens, c'était de démontrer automatiquement des théorèmes. Donc, il y a très longtemps, il y a 20 ans, j'ai travaillé, enfin, c'était 2002-2003, j'ai travaillé sur un démonstrateur. Donc, son rôle, c'était de démontrer automatiquement certains théorèmes. Mais c'est vraiment réduit à un certain pan des mathématiques. Donc, le démonstrateur s'appelle Lautrec. Il y a d'autres démonstrateurs qui existent. Là, on est plus dans des logiques formelles, dans la preuve. Ce n'est pas du machine learning, c'est des méthodes à base de preuves formelles. Vous pouvez utiliser Coq, C-O-Q. Par contre, voilà, pareil, c'est un thème de recherche actuel. Merci. Oui, madame. Merci. Je me nomme Adamou Aurore, étudiante en informatique. J'aimerais savoir comment pourrions-nous utiliser les IA génératives pour l'apprentissage des élèves de manière plus efficace sans les rendre paresseux et dépendants à cette nouvelle technologie. Vous ne pensez pas qu'on encourage une génération d'automates accro à la facilité? Une génération d'automates de quoi? Accro à la facilité, avec les IA génératives. Je sais pas, moi je suis. Alors, en fait, moi je suis plutôt feignante. Moi je sais pas, je suis plutôt feignante. Donc je pense que si j'avais 20 ans, j'utiliserais ChatGPT pour apprendre à coder en fait. Je pense que. Par contre, on peut être feignant, mais rigoureux. Donc mon slogan, c'est pas forcément la valeur travail, c'est plutôt soyons efficaces. Ne réinventons pas la roue, soyons rigoureux et surtout vérifier les sources. Mais vérifier les sources, finalement, c'est un travail en fait. Vérifier le résultat en fait. Ça me génère du code, je vais tester mon code et je ne vais pas l'envoyer directement au prof. Mais finalement, faire une génération de gens accros à des technologies, ça c'est un aspect sociétal. Moi, je suis pour la facilité. Bonjour. C'est peut-être pas un exemple à suivre. Je sais pas. Oui. Okay. Bonjour. Je vous vois pas. Je suis ici. Oui. Ok. Bonjour, madame. Lors de votre présentation, vous avez parlé, vous nous avez introduit au machine learning en général, et vous avez beaucoup parlé de scikit-learn. Oui. Bon, c'est un logiciel, je vais dire, c'est un outil que j'ai eu à exploiter, mais j'aimerais poser la question, au-delà du cadre éducatif, pour comprendre en quoi, ce qu'est le machine learning en particulier, dans quel cas, dans votre situation par exemple, vous avez eu à utiliser ça, ou vous avez eu à rencontrer des gens qui ont utilisé cet outil pour faire des analyses pertinentes sur certains sujets? Alors ça, je peux vous montrer un cas d'utilisation qui est... attendez, hop. Où est ma souris? Mince. Bon, tant pis, il n'y a pas de souris. En fait, j'ai travaillé, c'était entre 2010 et 2013, j'ai travaillé au Pont des Chaussées, je travaillais sur la simulation de foule. Et nous, ce qu'on cherchait à faire, c'était simuler des déplacements piétons dans la ville et leur interaction avec les véhicules, les simuler dans différentes situations de crise. Ça pouvait être urgence, attentat ou alors une énorme foule de manifestants en fait qui pourraient se blesser les uns et les autres. Et donc on faisait de l'intelligence artificielle, on utilisait des systèmes multi-agents, donc c'est une autre branche de l'intelligence artificielle, des systèmes multi-agents, et on utilisait le machine learning pour valider nos modèles. C'est-à-dire qu'en fait on avait filmé des carrefours. Donc c'est pas, quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est les ponts et chaussées. Vous avez mis en place un dispositif pour filmer des carrefours, pour détecter les carrefours dangereux. Évidemment, les piétons étaient anonymisés, on ne pouvait pas reconnaître qui ils étaient. Et on a tracé les trajectoires. Et avec ces trajectoires, c'était un cas d'utilisation pour valider notre modèle prédictif de foule, en fait, de mouvement de foule. Et l'enjeu, c'était évacuation des stades, prévention des accidents de voiture.
urbanisme et aussi systèmes commerciaux. Et donc là, le machine learning, paradoxalement, servait à analyser les vidéos et valider nos modèles. Donc c'est ce que j'ai personnellement fait. Après, il y a plein d'autres cas. On arrête là? Bon, je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, passez une bonne soirée et demain matin, je serai là pour parler de la sécurité sociale. Une dernière question. Ah. Non, mais peut-être... Ici. Ah, ok, d'accord. Allez, on y va. Rapidement. Oui, En fait, enchanté. oui, moi c'est Abouchi. Oui. Il y a une question qu'un ami avait posée et je voudrais revenir là-dessus. Quand je reprends le lycée, et quand on faisait les mathématiques et la science physique, par exemple, j'ai toujours été intéressé par le fait de savoir le côté pratique de ce qu'on disait. Par exemple, quand on parle de tangente, pour quelles raisons, quel est le côté concret, par exemple, de cela? Et même à l'université, lorsqu'on parle des mathématiques et tout ça, je me demandais quel est l'aspect pratique de ces sciences-là. Est-ce que l'intelligence artificielle, à cette heure, permet, lorsque on est en train de faire, par exemple, de la mathématique ou de la science physique, de ne pas seulement avoir une idée théorique de la chose, mais de savoir la raison pour laquelle on fait une chose et une autre? Et est-ce qu'il y a des modèles, même si ce n'est pas l'intelligence, est-ce qu'il y a des modèles qui permettent de savoir concrètement la raison pour laquelle voilà, on fait une telle chose et une autre? Voilà, merci. Alors là, pareil, moi je connais les tableurs, la classification, la régression. Je sais pas, j'ai pas de... je suis absolument désolée. Je vais réfléchir. Je vous dirai demain. Là, je sais pas. Bonne soirée. Ah ouais, ok. Excusez-moi, c'est encore moi. Une petite, je viens d'avoir une idée. J'invite tous ceux qui veulent à m'envoyer un message sur LinkedIn avec une idée de cas d'usage pour l'IA. Et les 3, 4, 5 qui auront les meilleurs cas d'usage, je veillerai à leur envoyer mon bouquin. Donc si vous êtes intéressés, je veux du cas d'usage. Merci. Olivier Gomez sur LinkedIn.